Ça y est, donc bonjour à tous. Normalement, ouais. Bonjour à tous, bonjour pour cette visio enregistrée, donc organisée par l'Association des maires des Pyrénées-Atlantiques, animée par Samia Milouki sur la taxe foncière pour les propriétés bâties. Et c'est donc, je vais laisser la parole à Samia. Bonjour. Donc, aujourd'hui, alors pourquoi la taxe, foncière sur les propriétés bâties? Bah, parce qu'en fait, aujourd'hui avec la «réforme» entre guillemets du système de fiscalité, ça devient pour les communes la grosse recette, de fiscalité directe. Donc c'est important de bien la connaître et de la maîtriser. Donc aujourd'hui, on va voir dans un premier temps, bah, déjà connaître, la taxe, foncière sur les propriétés bâties, qui est imposable, quelles sont les propriétés, qui sont imposables, comment est-ce qu'on calcule la base d'imposition, les principes, hein, bien sûr. Ensuite, quels sont les leviers spécifiques que vous pouvez utiliser pour, la taxe foncière? Alors, on va voir notamment, votre rôle sur la détermination des bases et également, tous les mécanismes d'exonération ou de suppression d'exonération facultative que vous pouvez mettre en place et aussi où trouver l'information sur ce qui a déjà été mis en place, soit par vous il y a quelque temps, soit par vos prédécesseurs et si ça vous intéresse, sur les communes alentours. Ensuite, cette année, vous récupérez le pouvoir de vote en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et on va avoir maintenant donc les nouvelles règles de lien entre les taux qui s'appliquent et la taxe foncière sur les propriétés bâties joue aujourd'hui, le rôle de pivot en matière de fixation des taux. Donc je vais vous expliquer les nouvelles règles qui s'appliquent et ensuite on aura un temps d'échange, si vous avez des questions à poser ou, des précisions que vous voulez avoir. Donc, connaître la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc on va commencer d'abord par savoir qui est, la personne qui est imposable, à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Alors ce que dit le code général des impôts, c'est que c'est le propriétaire actuel. Donc le propriétaire, c'est-à-dire celui qui bénéficie de la propriété utile, c'est-à-dire celui qui, retire les fruits de la propriété. Donc dans la plupart des cas, ce sera une seule personne. Mais on peut avoir des cas où on va avoir un démembrement, du droit de propriété, donc avec des titulaires de droits spéciaux, ou bien des cas dans lesquels, on va avoir une propriété collective. Donc on va voir ça et puis le propriétaire actuel c'est quand? C'est au 1er janvier de l'année d'imposition, puisqu'en matière fiscale, on se base vraiment sur un principe d'annualité de l'impôt. Donc c'est vraiment le propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition qui est, contribuable de la taxe foncière. Donc du coup, comme je vous disais, généralement, le propriétaire, il est personnellement assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais on a, quelques cas particuliers. Alors notamment, ça peut être le cas de la propriété collective. Alors, il y a certainement des cas que je ne vais pas mettre, mais je vous mets ceux qu'on rencontre le plus souvent. Donc, par exemple, en cas d'indivision, donc l'indivision, c'est quand on a plusieurs personnes qui sont titulaires en commun, sur un même bien d'un, d'un droit, sans avoir de division matérielle, de leur part. Donc là, la taxe foncière, elle est établie au nom des indivisaires et la répartition, de la quote-part de chacun, c'est une affaire qui concerne les indivisaires puisque là, c'est pas les services fiscaux ni la collectivité qui doit s'en mêler, ça regarde les indivisaires. Mais il faut savoir qu'ils ne sont pas solidaires les uns de la part, de l'autre. Quand on a des biens qui sont en copropriété, là, on va avoir une distinction selon les parties, que l'on parle des parties privatives ou des parties communes. Les parties privatives, la taxe foncière, elle est due par le propriétaire, le copropriétaire, en fait, de la, partie privative et pour les parties communes, c'est établi au nom de la copropriété.
On a également des cas particuliers quand on a un démembrement du droit de propriété. Alors souvent, ce qu'on rencontre, c'est notamment dans des arrangements successoraux, la distinction entre la nue propriété et l'usufruit. Donc là, dans ce cas, comme je vous ai expliqué que celui qui doit la taxe foncière, c'est celui qui a la propriété utile du bien, c'est l'usufruitier qui doit la taxe foncière. On a également d'autres cas avec le bail emphytéotique et le bail à construction. Donc, ce sont des baux de plus de 18 ans qui peuvent aller sur une très longue période et pour lesquels le preneur, amphithéote par exemple, a des droits réels. Donc là, c'est le preneur, donc l'amphithéote ou le preneur du bail à construction qui est contribuable, enfin qui est redevable de la taxe foncière. Donc voilà pour les personnes imposables. Si vous avez des questions, Ingbert, n'hésite pas à m'arrêter, tu me dis. Au niveau des propriétés imposables, donc là aussi, on a quand même un terme qui est assez large, qui figure dans le Code général des impôts, qui est le terme de propriété bâtie. Alors, il y a eu quand même beaucoup de jurisprudence là-dessus. Ça a permis de préciser la notion. On va être sur une notion qui va recouvrir à la fois des constructions élevées au-dessus du sol, mais aussi des installations ou des terrains. Donc, dans la première catégorie, à savoir les constructions proprement dites, pour qu'une construction soit imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties, il faut qu'elle soit fixée au sol à perpétuelle demeure et qu'elle présente le caractère de véritable bâtiment. Donc, fixation au sol à perpétuelle demeure, ça signifie que on ne peut pas déplacer la construction sans la démolir. Par exemple, ça va être le cas pour un bâtiment qui repose sur des fondations ou sur une assise en maçonnerie ou en ciment. On ne prend pas pour considérer la notion de construction, on ne prend pas en considération la nature des matériaux qui ont servi à construire le bâtiment lui-même, mais vraiment la fixation au sol. Donc, il faut que ça présente également le caractère de véritable bâtiment. Donc ça, pour regarder ça, on va regarder par rapport à la nature du bien, la destination, l'importance, la fixité pour déterminer si c'est un bâtiment. Alors, il faut savoir qu'en plus du bâtiment proprement dit, on peut avoir des installations qui sont considérées comme accessoires au bâtiment et qui sont assimilées à un bâtiment. Donc, par exemple, si vous avez un système de chauffage central qui est alimenté par une cuve à mazout, la cuve à mazout peut être considérée comme faisant partie du bâtiment, ou de même un ascenseur ou des choses comme ça. Au niveau des installations qui sont assimilables à des constructions, donc là, on va avoir la première catégorie, ce sont les installations qui sont destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits. Alors, elles sont taxées quand elles ne peuvent pas être déplacées par des moyens normaux. Donc, par exemple, on va avoir quelque chose de facile à voir. Par exemple, une caravane ne va pas être taxée à la taxe foncière sur les propriétés bâties, puisqu'elle a des moyens de mobilité. En revanche, un mobil-home, s'il est posé sur des fondations et surtout s'il est privé de ses moyens de mobilité, là, sera soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc, par exemple, on ne rentre pas dans cette catégorie les baraquements mobiles, des chantiers, ce genre de choses. On est vraiment sur des choses qui sont déplaçables, donc qui ne sont pas assimilées à des constructions. Également, on va avoir les ouvrages de maçonnerie qui présentent le caractère de véritable construction. Alors là, c'est vraiment des choses plus particulières, comme par exemple les cheminées d'usine ou ce genre de choses. On a aussi des terrains qui sont taxés à la taxe foncière sur les propriétés bâties. La première chose, ça concerne les sols des bâtiments.
sur lesquels sont construits les bâtiments, et les terrains qui forment une dépendance des constructions. Donc, par exemple, on va avoir les cours, les passages, les petits jardins. Mais on va aussi avoir les terrains qui ne sont pas cultivés et qui sont employés à un usage commercial ou industriel. Donc, par exemple, une entreprise de travaux publics qui a des terrains pour le dépôt de matériaux, ou alors une ferme de photovoltaïque. Assez étonnamment, il y a eu un renversement de, de règles. Les golfs, par exemple, qui étaient pendant un moment taxés au foncier bâti, ne le sont plus. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non? Non, c'est très clair, merci. C'est bon. Donc voilà, donc on a vraiment construction et des choses qu'on n'aurait peut-être pas forcément vues dans la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties, comme les terrains. Alors, comment est-ce qu'on va déterminer justement la base d'imposition sur laquelle on calcule cette taxe foncière sur les propriétés bâties? Donc, la base, elle est calculée en prenant le revenu net cadastral duquel on va déduire certains abattements qui sont prévus par le Code général des impôts. Donc, le revenu net cadastral, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur locative cadastrale réduite de 50%. Pourquoi est-ce qu'on effectue cette réduction? Parce qu'on considère qu'un propriétaire, pour la gestion de son bien, son entretien, etc., il a des frais. Et donc, c'est pour prendre en compte les frais gérés par l'entretien et la gestion d'un bien immobilier. Les abattements qui peuvent être apportés, ça va être des abattements vraiment spécifiques, par exemple pour les logements HLM ou pour l'hébergement des salariés agricoles saisonniers, ce genre de choses. Donc, on est vraiment sur des spécificités. Au niveau de la valeur locative cadastrale, elle va être calculée différemment selon le type de local. On va distinguer d'un côté les locaux à usage d'habitation et ce qu'on appelle les locaux professionnels ordinaires. Ensuite, on a les locaux commerciaux, puis les locaux industriels. Alors, les locaux à usage d'habitation et locaux professionnels ordinaires, donc pour eux, la valeur locative, c'est en fait une valeur locative théorique au 1er janvier 1970 à laquelle on applique un coefficient d'actualisation. C'est un coefficient qui, jusqu'à il y a quelques années, était publié chaque année dans la loi de finances et qui, depuis, est calculé chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisé entre, par exemple, pour 2023, entre novembre 2021 et novembre 2022. Donc, par exemple, pour cette année, ça veut dire que la valeur locative cadastrale des habitations augmente de 7,1%. Donc concrètement, sans même que vous ayez voté d'augmentation de taux, ça veut dire que mathématiquement, l'impôt payé par les contribuables va augmenter de ce pourcentage-là. Donc, on est sur un loyer théorique, je vous disais, sur le marché locatif de 1970, sachant que il y a une révision qui est prévue. Normalement, elle devait débuter en 2023, mais la loi de finances pour 2023, justement, a décalé de 2 ans cette réforme. Cette réforme, c'est un peu comme celle qu'on a connue pour les locaux commerciaux, c'est-à-dire qu'on va calculer la valeur locative d'aujourd'hui. Donc, normalement, on devait avoir en 2023, donc ce sera en 2025, un recensement du marché locatif, donc la collecte des montants de loyer, etc., pour connaître l'état du marché locatif. Ça va permettre aux services fiscaux d'établir sur cette base une cartographie du département en découpant soit par commune ou pour les communes de taille plus importante en quartier, des zones en fonction des tarifs. Donc, on va avoir des zones 1, 2, 3, 4, 5, etc., en fonction des tarifs.
et ça permettra d'avoir ensuite une valeur locative qui est assise sur le marché locatif actuel. Donc au niveau de la procédure, ça devait se dérouler en 2023, ça va se dérouler en 2025. Une fois que ça se sera fait, ça va permettre aux services fiscaux d'établir la cartographie, d'établir la grille des loyers par catégorie de biens, et ensuite de donner toutes ces informations à la commission départementale des valeurs locatives, qui va faire une proposition qui va être adressée aux commissions communales des impôts directs pour qu'elles donnent leur avis. On en reparlera après. Donc, pour les habitations et les locaux professionnels ordinaires, on n'est quand même pas aujourd'hui, enfin, la révision n'a pas eu lieu, donc on est sur le marché locatif au 1er janvier 1970. En revanche, pour les locaux commerciaux, cette révision a eu lieu en 2016-2017. Donc là, on est sur le marché locatif, sur la valeur locative de 2016-2017. Chaque année, depuis, la grille des tarifs est actualisée et on devait avoir en 2022 une révision de ces valeurs locatives, c'est-à-dire prendre en compte, par exemple, le zonage, puisqu'il se peut qu'il y ait des secteurs qui se soient développés et qui soient devenus plus attractifs, ou inversement d'autres qui aient perdu de leur attractivité. Donc il y a eu, la procédure a été lancée, mais il y a des difficultés qui ont été rencontrées et qui ont été soulignées par les intercommunalités, notamment puisque les commissions intercommunales des impôts devaient donner leur avis. Et donc il y a un report de 2 ans aussi de la révision. Donc c'est une révision sexennale, donc qui doit avoir lieu normalement tous les 6 ans. Donc là, elle est repoussée. Et pour les établissements industriels, pour les locaux industriels, là, on est sur une méthode d'évaluation comptable qui prend en compte le prix de revient du bâtiment. Donc voilà sur le point de départ. Donc on a la valeur locative cadastrale, avec une réduction de 50 et dans certains cas, type HLM, hébergement de salariés saisonniers agricoles, ce genre de choses, des cas listés par le Code général des impôts, on peut avoir d'éventuels abattements. Donc ça, c'est vraiment ce qui sert pour le calcul de l'impôt. Et bien entendu, c'est sur cette base d'imposition qu'on va appliquer le taux d'imposition voté par la commune. Donc en matière de taxes foncières sur les propriétés bâties, les leviers que vous avez, en fait, ils sont au nombre de 2 puisqu'on a vu, c'est une base. Donc la base, on va pouvoir jouer dessus, on va pouvoir avoir comme levier le travail que fournissent les commissions communales des impôts directs et les commissions intercommunales. Et on a également un autre point sur lequel vous pouvez avoir une influence, c'est sur toutes les exonérations facultatives que vous pouvez mettre en place ou que vous pouvez supprimer. Donc, pour la base d'imposition, la première chose, c'est le travail annuel que font les commissions communales et intercommunales des impôts directs. Alors, il y a 2 commissions. Pourquoi? Parce que dans les Pyrénées-Atlantiques, quel que soit l'endroit où vous êtes dans les Pyrénées-Atlantiques, vous faites forcément partie d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération qu'on appelle la fiscalité propre unique. Ça veut dire que la fiscalité des entreprises est levée par la communauté. En contrepartie de quoi, vous percevez une attribution de compensation. Dans certains cas, c'est vous qui la versez si les transferts de compétences ont été importants et que vous n'aviez pas beaucoup de fiscalité des entreprises sur votre territoire. Donc, on a une répartition des compétences entre communes et intercommunalités qui fait que la commission intercommunale des impôts directs est compétence pour les bases d'imposition des entreprises, donc des locaux commerciaux, etc. Et la commission communale des impôts directs est compétente pour les locaux à usage d'habitation. Donc, chaque année, la commission communale et la commission intercommunale se réunissent et elles participent à l'évaluation des propriétés bâties, donc soit pour classer les nouvelles propriétés bâties,
ou pour proposer des modifications sur des propriétés bâties existantes qui ont fait l'objet de rénovations, de travaux, de choses comme ça. Alors c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué, alors des fois un peu compliqué parce que les membres des commissions, ont parfois des difficultés à passer le pas puisqu'ils ont l'impression de faire de la délation alors que c'est pas du tout ça. C'est vraiment de l'équité fiscale, hein, le fait que chacun paye un impôt, qu'il doit sur la base d'une valeur locative qui correspond vraiment à son bien, puisque ce que l'un ne paye pas, les autres, le payent de toute façon. Et également parce que, il faut, pour, obtenir des modifications de la part, des services fiscaux, il faut leur communiquer des, informations qui sont suffisantes pour être exploitables. Et c'est là qu'est la difficulté, bien souvent pour les communes. Donc il y a ce travail annuel et également, qui sera très important, quand la révision des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation va être mise en œuvre, les commissions communales vont être sollicitées pour donner un avis. L'avis devra porter d'une part sur la zone de tarif dans laquelle vous avez été classé. Donc là, vous aurez les données de votre commune, vous aurez la cartographie du département, donc vous verrez également, dans quelle zone sont classées les communes à côté et vous pourrez aussi donner un avis ou proposer, que certaines parcelles se voient appliquer un coefficient de localisation. Alors un coefficient de localisation, c'est quoi? C'est de dire que sur votre commune, le marché locatif est assez uniforme, donc il y a pas de raison d'avoir plusieurs zones, par exemple, mais pour autant, on va avoir certaines parcelles qui ont un avantage ou qui ont un inconvénient. Par exemple, si vous avez une rue, avec une vue dégagée sur la nature, sur les Pyrénées et cetera, sans vis-à-vis, on peut comprendre que, cette zone-là soit un petit peu plus attractive pour, la location. Inversement, si vous avez une rue, qui est la rue, je ne sais pas moi, qui dessert, par exemple, une déchetterie avec beaucoup de passages de camions, éventuellement des problèmes d'odeur, des choses comme ça, on peut considérer que cette rue, elle est moins attractive, que les autres rues, de la commune. Donc vous allez avoir la possibilité, certains vous seront proposés, je pense, dans la cartographie, mais vous aurez la possibilité de proposer, pour, certaines parcelles, des coefficients de localisation qui vont un petit peu rehausser la valeur locative de certaines parcelles pour prendre en compte le plus de ces parcelles ou au contraire venir minorer un peu la valeur locative d'autres parcelles pour prendre en compte les inconvénients liés à la localisation de la parcelle. Voilà. Donc là, c'est vraiment, un travail qui sera très important et j'ai envie de dire, c'est vraiment au niveau des communes que vous devrez, le regarder attentivement parce que c'est vous qui connaissez le mieux, c'est au niveau des communes qu'on connaît le mieux son territoire. Plus on s'éloigne d'un territoire, moins on a une vision fine et concrète du territoire. Donc du coup, pour avoir des bases qui sont cohérentes et qui sont vraiment, hem qui relève enfin qui reflète la réalité, ce sera vraiment un travail qui sera important à faire. Donc là, normalement, avec le décalage de 2 ans, bah, ça devrait être, 2026 ou 2027. Voilà. Également toujours les exonérations, donc il y a certaines exonérations, qui sont soit des exonérations permanentes, soit des exonérations temporaires, qui sont décidées par l'État et qui sont applicables, de plein droit, dans la collectivité. Mais vous avez la possibilité alors par exemple, en ta en comme exemple d'exonération permanente, il y en a une qui est celle dont vous, en tant que collectivité, vous bénéficiez puisque, les propriétés des collectivités qui sont affectées à un service public ou d'utilité générale et qui ne sont pas productives de revenus, sont exonérées de taxes foncières sur les propriétés bâties. C'est pour ça que vous ne payez pas de taxes foncières pour la mairie, mais que vous en payez pour un logement communal que vous mettez en location.
Donc d'ailleurs, et là, c'est pas sous l'angle recette, mais c'est sous l'angle dépenses que je vais vous parler, c'est quand même intéressant de regarder régulièrement le détail des parcelles des parcelles, sur lesquelles vous payez de la taxe foncière sur les propriétés bâties, parce qu'il arrive parfois qu'un bâtiment ait changé de destination et que vous n'en ayez pas informé les services fiscaux et vous continuez à payer du foncier bâti. Par exemple, la commune qui a acheté, une maison d'habitation et qui l'a transformée en, je sais pas moi, en maison des associations ou en maison pour tous. Voilà. Donc si vous n'avez pas informé les impôts du changement d'affectation, vous continuez à payer du foncier bâti dessus. Donc il faut vérifier ou alors vous avez acheté, un hangar qui était utilisé enfin qui était soumis à taxe foncière et vous vous en servez comme lieu de stockage pour les services techniques. Donc voilà. Donc ça, c'est important aussi régulièrement de regarder sur la feuille d'impôt pour le coup que paye la commune et de vérifier que les exonérations auxquelles vous avez droit, vous en bénéficiez bien. Donc, on a des exonérations permanentes décidées par l'État ou des exonérations temporaires. Par exemple, on a l'exonération de 2 ans dont peuvent bénéficier les logements neufs. Hein, oui, c'est 2 ans, c'est ça. Mais les collectivités ont aussi la possibilité de venir délibérer, soit pour ajouter de nouvelles exonérations, soit pour venir limiter l'effet d'exonération de plein droit. Donc, vous avez sur le site collectivitélocale.gouv.fr, je vous ai mis le lien, le PowerPoint, on vous le donnera, hein. Je vous ai mis le lien pour pouvoir accéder directement aux délibérations en matière de taxes foncières. Donc, l'ensemble des délibérations que vous pouvez prendre sont disponibles sur le site, sur cette page-là. Alors, comme toutes les délibérations en matière fiscale, il faut qu'elles soient prises avant le 1er octobre pour une application au 1er janvier de l'année suivante. Donc, si vous délibérez maintenant, par exemple, je ne sais pas moi, pour exonérer les jeunes entreprises innovantes de taxes foncières sur les propriétés bâties, ça ne sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2024. Donc les délibérations que vous pouvez prendre, elles vont être en fonction de 3 critères. Inbar, je ne sais pas si tu vois, mais j'ai un petit mot qui me dit: «Il y a des personnes qui patientent dans la salle d'attente». Voilà. Je ne sais pas si tu l'as. C'est bon. Ah oui, OK, ouais, voilà. Donc ça va être en fonction de la nature de la construction, de la nature du propriétaire ou du zonage. Donc, par exemple, la nature de la construction, on a les constructions neuves à usage d'habitation qui bénéficient d'une exonération de plein droit de 2 ans. Les collectivités, alors avant la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, les communes pouvaient supprimer l'exonération. Maintenant, elles ne peuvent plus complètement la supprimer, mais elles peuvent limiter l'exonération à une partie de la base imposable, donc à 40, 50, 60 ou 80, 70, 80 ou 90% de la base d'imposition. On peut décider de le faire pour toutes les habitations neuves ou seulement pour les habitations qui ne sont pas financées au moyen d'un prêt aidé par l'État. Voilà. Donc ça, vous pouvez limiter cette exonération. Ça vous permet de bénéficier plus rapidement de la recette fiscale liée aux constructions neuves. Également, par exemple, en fonction de la nature de la construction, vous pouvez, mettre en place, des exonérations pour valoriser, le volet énergétique. C'est-à-dire soit, exonérer des logements anciens qui font l'objet de dépenses d'économie d'énergie ou alors les logements neufs, qui ont une performance énergétique élevée. Ça, c'est possible. On va avoir d'autres exonérations que vous pouvez prendre qui sont en fonction du propriétaire. Donc, on va retrouver les jeunes entreprises innovantes ou les entreprises nouvelles, ce genre de choses.
Et on a d'autres exonérations en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, on a les zones franches urbaines, mais ça, j'en parle pas parce qu'on n'en a pas trop ici. Ce qu'on a le plus, ce sont des zones de revitalisation rurale. Donc, par exemple, si vous avez des logements qui sont acquis ou améliorés au moyen d'une aide de l'ANA en zone de revitalisation rurale, on peut avoir une exonération particulière, ou pour les meublés de tourisme. Donc là, certaines délibérations peuvent avoir été prises, donc déjà depuis un moment. Donc c'est important quand même que vous sachiez, bon, d'une part, où trouver l'information pour vous, et je sais que parfois, pour pouvoir, pour vous décider, vous voulez aussi voir ce que font les communes à côté. Donc là, je vais vous montrer le site sur lequel vous pouvez voir toutes les délibérations fiscales. Donc, ce n'est pas le vote des taux, mais c'est vraiment les délibérations en matière d'exonération qui sont prises par les collectivités. Donc, vous allez d'abord sur le site collectivitélocale.gouv.fr, dans la rubrique finances locales, fiscalité directe locale, vous avez délibération de fiscalité directe locale des communes. Ça, c'est le haut de la page. Vous descendez en bas de la page et vous arrivez en bas, il y a marqué statistiques nationales, et vous avez fichier brut des délibérations de fiscalité directe locale des communes. Vous cliquez dessus, ça vous amène sur cette page. Alors là, maintenant, il faut être attentif, puisque il va falloir, alors je ne sais pas si je peux, oui, voilà, pointer, voilà, où c'est. Il va falloir ici venir sélectionner le département, parce que sinon vous allez vous retrouver avec un fichier Excel qui fait la France entière et qui est très difficile à exploiter. Et surtout, il va falloir ici que vous téléchargiez le petit fichier Excel qui s'appelle descriptif des délibérations, puisque les noms des délibérations, en fait, c'est des abréviations. Donc, si vous ne téléchargez pas ça, vous n'allez pas arriver à lire l'exonération concernée. Une fois que vous avez fait votre sélection, donc là, par exemple, j'avais sélectionné le département des Pyrénées-Atlantiques, vous choisissez si vous le voulez en Excel, etc. Donc, ça vous permet d'avoir les données. Là, par exemple, quand on m'a donné la liste des communes qui s'étaient inscrites pour la formation, donc j'ai fait avec les communes qui étaient listées, j'ai regardé. Donc, par exemple, j'ai pu voir qu'à Artigues-Loutan, à Gomère, l'Estel-Bétarame, Eugène-Cantor, Rousse, Saint-Martin-d'Arossa et Villefranche, en matière de taxe foncière, il n'y avait pas de délibération qui avait été prise. Que pour Espoueil, Guiche, Sauvagnon et Uarcise, vous avez délibéré pour exonérer de 2 ans les logements neufs non financés par un prêt aidé. En revanche, Bénéjac et la Batmal ont délibéré pour limiter l'exonération de 2 ans pour tous les logements neufs, donc y compris ceux qui ont été financés à l'aide d'un prêt aidé. Et la Batmal a également pris une délibération pour les commerces en milieu rural liés au zonage zone de revitalisation rurale. Donc ça vous permet, les chiffres entre parenthèses, ça correspond au pourcentage que vous avez voté. Donc ça vous permet quand même de voir que vous avez, d'ailleurs, il y a une petite erreur pour les commerces en milieu rural, c'est 100%, c'est pas 90. Donc ça vous permet de voir pour votre commune, parce que toutes les délibérations ne datent pas forcément de votre mandat. Elles ont peut-être été prises par l'équipe précédente, mais elles continuent à s'appliquer tant qu'elles ne sont pas, tant que vous ne délibérez pas dans le sens contraire. Donc du coup, savoir ce qui s'applique sur votre territoire, et comme vous disposez des données de toutes les Pyrénées-Atlantiques, vous pouvez également aller voir soit des communes similaires ou les communes qui font partie de la même intercommunalité que vous, voilà, avoir les informations concrètes. Du coup, le dernier point, qui est aussi un levier, mais je l'ai traité à part, c'est le rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la fixation des taux d'imposition. Cette année, en 2023, ça va être la première année où on va retrouver, entre guillemets, le plein pouvoir de vote des taux depuis la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Puisque depuis cette date, vous continuez toujours à percevoir la taxe d'habitation sur les résidences secondaires,
mais vous n'avez pas de pouvoir de taux puisque vous percevez, uniquement un produit, c'est à part dans l'état de fiscalité, vous n'avez aucun pouvoir de décision. En 2023, vous récupérez le pouvoir en matière de vote du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Avant la réforme, la taxe d'habitation, c'était le pivot de la fiscalité, puisque quand on voulait augmenter les taux d'imposition sans le faire de manière proportionnelle, il y avait des règles de lien entre les taux qu'il fallait respecter par rapport à la taxe d'habitation par rapport à la taxe d'habitation. À l'époque, c'était juste la taxe d'habitation. Comme maintenant la taxe d'habitation, elle est réduite, très sérieusement puisqu'elle ne concerne plus que les résidences secondaires et que le gros morceau de la fiscalité, des communes, c'est la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le rôle de pivot, maintenant, il est dévolu au foncier bâti. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne voulez pas faire une variation, alors variation à la hausse ou à la baisse, hein, heu proportionnelle, des taux, de votre commune. Vous pouvez faire une variation différenciée. Dans ce cas, la taxe foncière sur les propriétés bâties peut varier librement, c'est-à-dire que vous pouvez décider de ne la faire augmenter qu'elle. La taxe foncière sur les propriétés non bâties, elle ne peut pas augmenter plus ou diminuer moins que, le foncier bâti. Et la taxe d'habitation résidence secondaire ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le foncier bâti ou s'il est moins élevé que le taux moyen pondéré des taxes foncières. C'est-à-dire qu'on va calculer l'évolution globale des taxes foncières par rapport à l'importance des bases. Donc c'est vraiment à prendre en compte puisque, ça va limiter vos possibilités, d'augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Heu, donc voilà, alors je pense qu'on va passer à la partie, échange. Heu, Mmh. Peu. Si tu peux arrêter le